Nous sommes le 7 juin 2011. C'est le début de l'été à Tulsa, dans l'Oklahoma. Une journée ensoleillée et paisible complète ce tableau idyllique. Mais quelque part en ville, un drame est en train de se nouer. Plus précisément dans la tour University, un monument du centre-ville. Aux alentours de 15 h, les services de police reçoivent un appel d'urgence. Cet appel va ouvrir une des affaires criminelles les plus sordides de cette décennie. Police department. Yes, I just saw someone jump out of their window out of probably the 17th, 19th floor of the University Club Tower Apartments at 17th and Denver. The name of that place is University. University Club. The glass broke and he fell down. Okay, I'll 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17th floor. Wow, 17th floor. Huh? All right, sir. We got help on the way then. All right, thank you, sir. You're welcome. La police se rend sur les lieux du drame. À leur arrivée, une jeune femme hystérique se trouve en bas de l'immeuble. Il s'agit de Amber Hilberling, une jolie jeune femme âgée de 20 ans à peine. Elle tient dans ses bras le corps d'un homme qui vient de s'écraser sur le béton après une chute de 17 étages. Cet homme, c'est son mari Joshua. Les policiers figent la scène du drame et l'enquête débute. Le cas Amber Hilberling est à la fois tragique et compliqué. Ce 7 juin 2011, la vie de ce couple a basculé dans l'horreur pour ne jamais en ressortir. Dans cette vidéo, vous vous questionnerez peut-être sur la façon dont les femmes sont perçues par les médias aux États-Unis, sur la façon dont elles sont traitées par l'opinion publique. Mais avant de débuter, je tenais à vous remercier tous. Nous sommes quasiment 10 000 abonnés sur la chaîne. C'est un vrai plaisir, alors continuez à vous abonner, liker, partager les vidéos. La communauté grandit et c'est vraiment incroyable. Quant à moi, je vous souhaite la bienvenue et débutons cette nouvelle histoire de crime. Retournons à Tulsa en ce 7 juin 2011. Tulsa est la deuxième ville de l'Oklahoma après Oklahoma City. C'est une ville d'environ 900 000 habitants. Tulsa a été fondée entre 1828 et 1836 par la tribu indienne des Lochapoka. Tulsa possède un grand patrimoine culturel avec des musées, des galeries d'art et des troupes de danse qui rayonnent nationalement. Elle fait partie des 50 villes où il fait bon vivre aux États-Unis. Son architecture est moderne et d'ailleurs notre scène de crime du jour se situe dans un immeuble emblématique de la ville, le University Club Appartement, tour de 32 étages construite en 1966. C'est dans cet immeuble que résident Amber et Joshua. Laissez-moi vous les présenter. Amber est née le 1er octobre 1991 à Joplin dans le Missouri. Ses parents sont Michael et Rhonda Mitchell, un couple d'Américains de la classe moyenne supérieure. Quand Amber n'a que 3 mois, il déménage à Tulsa. C'est dans cette ville que Amber grandit. Bien que ses parents divorcent et se remarient, la situation ne perturbe pas la jeune fille. En effet, la relation entre les ex-époux est bonne. Cela permet à Amber de rester proche de ses deux parents. Elle a toujours été entourée et choyée par sa famille qui est une grande famille. Amber a un frère et plusieurs demi-sœurs. Ses parents la décrivent comme une jeune fille joyeuse et douce, une excellente élève, qui a même été à plusieurs reprises l'élève du mois au lycée. En plus de ses études, elle aime pratiquer de nombreuses activités sportives comme le volleyball, le football et la danse. Elle parle couramment plusieurs langues et a une passion pour le cinéma. Elle connaît les citations de ses films préférés sur le bout des doigts. Elle est aussi très coquette. Elle aime s'habiller, se maquiller, se coiffer et être à la mode. Amber a beaucoup de succès avec les garçons de son âge. Mais c'est à 18 ans qu'elle rencontre l'homme qu'elle décrit comme l'amour de sa vie, Joshua. C'est un véritable coup de foudre entre eux. Joshua Hilberling, lui, est beau, brun, ténébreux, et il a un certain succès avec les filles. Il a quelques années de plus qu'Amber, mais pour lui aussi c'est le coup de foudre. Ils sont inséparables, et les deux amoureux se marient sans perdre de temps. Tout se déroule à la vitesse de l'éclair, c'est une véritable romance. Pour subvenir aux besoins de sa femme, Josh rejoint l'armée américaine, l'Air Force. Le jeune couple déménage alors au gré de l'affectation de Josh et se retrouve à Fairbanks, en Alaska. Là, les bonnes nouvelles s'enchaînent. En effet, Amber découvre qu'elle est enceinte de leur premier enfant. Mais finalement, cette grossesse provoque une certaine tension chez le jeune couple.
Ils se rendent compte qu'ils ne sont pas encore vraiment des adultes et vont devoir s'occuper d'un bébé. Des amis de Amber diront que même si sa grossesse est arrivée par surprise, cela l'a transformée de manière positive. Elle a changé ses habitudes et la jeune femme insouciante et parfois puérile devenait une femme responsable. Josh était également ravi de devenir père. Malheureusement, la prise de conscience de Amber n'a pas eu lieu chez Josh. Après tout, c'est un jeune homme de 23 ans qui a encore beaucoup à découvrir de la vie. Il était assez évident pour leur entourage qu'il s'était peut-être marié un peu trop vite. It was a dangerous love, but it was love. En effet, les disputes sont de plus en plus fréquentes chez le couple. Pourtant, avant d'emménager ensemble, c'était le couple parfait. Ils étaient heureux et aimaient s'amuser. Mais leur relation semble devenir toxique. Les disputes sont quotidiennes et le couple se pose la question de la séparation. Ils sentaient tous les deux que cette relation était mauvaise, mais ils n'arrivaient pas à prendre des chemins séparés. La situation continue à se dégrader et Amber commence à soupçonner Josh de se droguer. Et elle ne se trompe pas. Après 9 mois passés dans l'Air Force, Josh est renvoyé pour usage de produits stupéfiants. Après cet épisode, le couple fait ses valises et repart à Tulsa, pour vivre auprès de leur famille. À ce moment de leur vie, Josh cherche toujours les moyens pour arriver à gagner suffisamment d'argent pour assumer sa famille. Il en arrive à proposer à Amber de se lancer dans des trafics illicites. Elle est en colère et déçue par l'attitude de Josh. Michael et Rhonda, les parents de Amber, comprennent que le jeune couple est en difficulté. Michael décide de mettre à leur disposition son appartement de la University Club afin qu'ils puissent vivre dans de bonnes conditions. Il espérait que ça leur permettrait de repartir sur de bonnes bases et d'avoir un foyer pour leur bébé à venir. Ce geste de Michael n'a pas eu l'effet positif qu'il attendait. D'après le témoignage de leurs voisins, ils entendaient des cris et des bruits de bagarres provenant de l'appartement de Josh et Amber. Les choses ne faisaient qu'empirer, la situation devenait tellement tendue que Josh a demandé une ordonnance de protection après un épisode de violence où elle lui aurait jeté une lampe sur le crâne qui aurait obligé Josh à se faire recoudre la tête. Cette ordonnance est finalement devenue caduque, Josh et Amber ne se présentant pas à l'audience prévue suite à cette demande. On peut penser que les deux époux étaient déjà dans le cycle d'une relation toxique avérée. Le jour du drame, les disputes entre Josh et Amber auront des conséquences mortelles. Ce jour-là, Amber est enceinte depuis environ 7 mois et elle et Josh vivent à la Tower Club depuis 2 semaines. Les deux époux, après une nouvelle dispute, sont sur le point de se séparer. Ils avaient décidé de mettre fin à leur relation. C'était fini. Josh avait préparé son sac pour retourner vivre chez ses parents. La veille, il avait appelé son père pour lui demander de venir le chercher. D'ailleurs, la nuit précédente, leur dispute avait été très violente. Josh s'était saisi d'un panier à linge et l'avait jeté dans la fenêtre de la chambre à coucher. La fenêtre, sous l'impact, s'était brisée et le panier à linge s'était écrasé 17 étages plus bas. Un signe. Amber a donc fait venir le réparateur de fenêtres. La présence de ce réparateur ne calme pas les ardeurs du couple, qui continue à se disputer en sa présence. Il déclarera d'ailleurs plus tard à la police qu'il y avait une tension extrême entre les deux époux. Le réparateur était en train de travailler dans la chambre où la fenêtre était brisée, quand soudain, il a entendu un bruit de verre brisé et quelques secondes plus tard, un bruit d'impact sourd. Le réparateur a regardé par la fenêtre de la chambre et a vu le corps de Josh 17 étages plus bas. Un livreur qui déchargeait son camion témoignera. Il a vu le corps de Josh tomber du 17e étage. Il apportera une information essentielle à la police. Juste après que le corps ait impacté le sol, une femme est apparue par la fenêtre un bref instant. Toujours selon ce livreur, la chute aurait duré environ 3 secondes. Et lorsqu'il s'est rendu auprès du corps, il a vu que le visage de la victime avait un air terrifié. Lors de l'enquête de voisinage, plusieurs personnes rapporteront avoir entendu Amber crier « Oh mon Dieu, non !» D'ailleurs, Amber va immédiatement voir le réparateur pour lui demander de l'accompagner dans l'ascenseur. Les témoins diront que lorsqu'Amber est arrivée en bas, elle s'est rendue immédiatement auprès du corps de Josh, le prenant dans ses bras et l'embrassant sur la joue. À l'arrivée des secours, Amber est hystérique et supplie tout le monde de sauver Josh. Pourtant, tout le monde sait qu'il est trop tard. Amber a une réaction inattendue. Ce n'est pas elle qui a appelé les secours. Elle avait appelé sa grand-mère qui est arrivée sur les lieux en même temps que la police. Amber was standing over there, and when she seen me, she grabbed a hold of me and said, "Grandma, he's dead."
And she said, and I pushed him, and I said, do what? À ce moment de l'enquête, Amber est considérée comme témoin. La police l'a conduit au poste avec sa grand-mère. Elles sont installées dans une salle d'interrogatoire pour se reposer et reprendre leurs esprits. Mais un policier présent entend des propos suspects entre Amber et sa grand-mère. Il déclenche alors l'enregistrement de la salle d'interrogatoire. At least if I can go back and take back the push, at least I can save him. The push. The push, I pushed him against the wall and he... Oh my God. Stop talking like that. Cette vidéo va sceller le destin de Amber Michelle Hilberling. Bien que sa grand-mère l'avertit à plusieurs reprises de surveiller ses paroles, Amber semble avoir subi un tel choc émotionnel qu'elle n'arrive pas à s'empêcher de parler. Elle répète d'ailleurs à plusieurs reprises « Je l'ai tué, je l'ai tué ». Quand le policier devant son écran de surveillance entend ça, il le prend comme des aveux. Il inculpe alors Amber pour meurtre au second degré, soit homicide volontaire sans usage d'armes. 2 jours après son arrestation, elle est présentée à un juge qui fixe une caution de 250 000 $ pour sa libération. Ses parents financent la caution, mais sont choqués par la décision de justice d'accuser leur fille d'avoir tué volontairement Josh. Le juge soumet la jeune femme au port d'un bracelet électronique et d'une assignation à domicile. Dans le même temps, son avocat dépose une requête au tribunal pour que l'enregistrement fait à l'insu d'Amber soit retiré du dossier. L'argumentation de l'avocat a été que les droits n'avaient pas été lus à sa cliente. Finalement, la justice a décidé que l'enregistrement était recevable, car elle avait spontanément dit ses propos, sans être interrogée officiellement par la police. C'est durant son assignation à résidence, quelques mois après cette audience, qu'un peu de bonheur va arriver pour Amber et sa famille. Elle donne naissance à son fils et celui de Josh, le petit Levi. La justice décide de lui laisser la garde totale de l'enfant. Mais cette naissance va accroître les tensions entre la famille de Josh et la famille de Amber. Alors que la famille d'Amber la soutient et plaide pour l'accident, du côté des parents de Josh, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un meurtre de sang-froid. Ces tensions se transportent sur les réseaux sociaux, où les échanges sont tendus, en oubliant l'enfant au milieu de toute cette haine. Durant son assignation, Amber ne respectera pas correctement les termes du tribunal. Elle fera des petits séjours en prison pour avoir oublié son bracelet, avoir quitté le domicile sans autorisation, ou encore avoir échoué au test de dépistage de produits stupéfiants. Amber ne semble pas saisir la gravité de la situation. Le bureau du procureur lui propose un accord si elle reconnaît avoir poussé Josh. Elle purgera 5 ans dans une prison de faible sécurité, et cela lui permettra de sortir de prison avant ses 30 ans et de voir grandir son fils. Elle refuse cet accord, elle continue à crier son innocence et refuse d'être condamnée pour, selon elle, quelque chose qu'elle n'aurait pas fait. Commet-elle une erreur ? En mars 2013, le procès de Amber Hilberling s'ouvre pour le meurtre de son mari Josh. Les médias s'emparent du dossier et c'est l'emballement. Ce n'est pas tant les faits qui intéressent les médias, mais plutôt le comportement de Amber et sa façon de s'habiller. Les médias la dépeignent comme une petite fille riche et gâtée qui a assassiné son mari vétéran de l'armée. Le procès se déroule à Tulsa. D'ailleurs, au préalable, l'avocat d'Amber avait demandé à ce que ce procès se déroule dans une autre ville, argumentant que le jugement risquait de ne pas être équitable, l'affaire ayant défrayé la chronique locale. La justice répondit que cette affaire était tellement connue que peu importait où aurait lieu le procès. Les audiences vont s'avérer éprouvantes pour les deux parties. D'un côté, la famille de Josh, qui était dévastée par sa mort et qui souhaitait que Amber soit condamnée. Ils étaient conscients et au courant des violences que Amber lui avait fait subir. Ils étaient aussi au courant de l'ordonnance d'éloignement demandée par Josh peu de temps avant sa mort. Ils savaient aussi que son sac était prêt et qu'il allait quitter l'appartement au moment des faits. D'un autre côté, la famille de Amber. L'argumentation allait dans un sens similaire. Ils affirmaient que Josh avait commis des violences envers sa femme et que plusieurs rapports suite à des interventions de police pouvaient en attester. Les faits se seraient produits majoritairement à l'époque où il vivait sur la base aérienne Ellison en Alaska. D'ailleurs, certaines allégations contre Josh sont assez importantes. Il est notamment accusé d'avoir jeté une assiette au visage de Amber et d'avoir tenté, par pression sur son sein, de faire éclater un de ses implants mammaires. Le juge refuse de joindre au dossier des éléments en rapport avec des éventuels problèmes de drogue pour Josh, estimant que c'était sans rapport avec l'affaire.
Lors du procès, 2 versions des faits vont s'affronter. La première où Amber peut être considérée comme l'agresseur, et une seconde où elle serait en état de légitime défense. C'est l'accusation qui soutient la première version en produisant les premières déclarations d'Amber à la police juste après le drame. Le 7 juin 2011, elle déclare que Josh et elle s'étaient disputés. Elle était allée dans la chambre pendant que lui était resté dans le salon pour que la situation s'apaise. Elle déclare qu'ensuite elle est revenue dans le salon et que là, la dispute a repris de plus belle. Elle l'aurait alors poussé vers le mur, mais il aurait été déséquilibré. Il aurait trébuché sur le chandelier et serait passé par la fenêtre. Mais arrivé au procès, Amber apporte une nouvelle version à la barre. Elle affirme que lorsqu'elle est rentrée dans le salon, Josh l'a attaquée et c'est en le repoussant pour se défendre que l'accident s'est produit. Dans la première version, elle risque la prison à vie. Dans la seconde, elle est victime. L'avocat de la défense appelle à la barre un spécialiste en bâtiment et son témoignage va être édifiant. La tour est un gratte-ciel de 46 ans et l'expert, après une inspection minutieuse, démontrera que le bâtiment souffrait de signes d'usure importants et nécessitait des réparations majeures. Selon l'expert, la fenêtre par laquelle Josh est tombé présentait de nombreuses fissures, les fenêtres du bâtiment datant de sa construction. Le verre de cette fenêtre était d'une épaisseur connue dans le milieu pour être ce que l'on appelle une épaisseur simple, épaisseur utilisée par exemple pour les cadres de photos, mais pas assez épaisse pour être utilisée de nos jours comme fenêtre d'habitation. 2 théories vont alors s'affronter à la fin du procès. Celle des avocats de Josh qui émettent l'hypothèse suivante. Il devait être en train de regarder par la fenêtre et Amber l'a poussé de toutes ses forces à travers la vitre. Ils déclareront même que selon leur hypothèse, Amber avait préparé son plan et que son inspiration était venue de la fenêtre de la chambre qui s'était brisée si facilement la nuit précédente. Quant à la version des avocats de Amber, leur hypothèse était que Josh avait attaqué Amber par colère lors d'une de leurs énièmes disputes. Ils ont fourni des photos montrant des ecchymoses et des bleus sur le corps de la jeune femme pour appuyer leur théorie. Ils ont insisté sur le fait que ce comportement était dû à son addiction à la drogue. Après que chaque partie ait défendu ses arguments, le jury s'est retiré pour délibérer. Il ne leur aura fallu que 3 heures pour déclarer Amber Mitchell Hilberling coupable du meurtre de son mari. Pour ces faits, elle risque la prison à vie, mais le juge la condamnera finalement à 25 ans. Sa peine est confirmée et Amber est envoyée en détention au centre correctionnel Mabel Bassett. Quant au petit Lévi, Michael et Rhonda en obtiennent la garde exclusive. Mais la descente aux enfers ne se termine pas là. La vie en prison est difficile pour Amber. Elle ne correspond pas à la majorité des femmes incarcérées de cette prison. De plus, elle est prise pour cible en raison de son apparence et de certains privilèges qui lui ont été accordés, comme avoir une cellule individuelle. Pendant que Amber tente de ne pas sombrer derrière les barreaux, ses parents se lancent dans une croisade médiatique pour laver le nom de leur fille. Ils participent notamment à l'émission du Dr Phil, un présentateur de talk-show américain à succès. Les parents de Amber reconnaissent la culpabilité de leur fille, mais pensent qu'une peine de 25 ans est trop sévère et maintiennent malgré la condamnation qu'elle ne voulait pas tuer Josh. Amber tient le choc et ses parents lui rendent régulièrement visite avec son fils Lévi. Triste histoire. Le petit garçon pense que sa mère est une belle princesse sous protection dans un château. Aujourd'hui, il a grandi et il est en capacité de comprendre la vérité sur sa mère et son père. Nous sommes en octobre 2016. Cela fait 3 ans que Amber purge sa peine. Rhonda, un matin d'octobre, reçoit un appel. Elle décroche et entend au bout du fil une personne inconnue lui dire simplement « Elle est morte », puis raccroche. Rhonda rappelle le numéro à plusieurs reprises, mais personne ne décroche. Elle tente ensuite de joindre la prison, mais personne ne veut lui répondre. Finalement, dans la soirée, un responsable du centre de détention la rappelle et lui dit simplement de regarder les chaînes d'information locales pour en savoir plus. C'est ainsi que Michael et Rhonda apprendront la mort de leur fille. Selon les journalistes, elle se serait pendue avec une cordelette. Des agents pénitentiaires seraient intervenus au plus vite, mais n'auraient pas réussi à la réanimer. Rhonda est sous le choc et ne croit pas que sa fille se soit suicidée. Elle est persuadée que quelqu'un l'a assassinée et maquillé le crime. D'autres détenus pensent également qu'elle a été tuée. D'ailleurs, la seule caméra de la prison qui aurait pu apporter des réponses sur sa mort était cassée. L'autopsie établira que les traces autour du cou de Amber ne sont pas compatibles avec une pendaison.
Elle présentait également des ecchymoses qui pouvaient être en rapport avec des violences. What was your assessment of her mindset leading up to this? I knew Amber was sad, but Amber was sad the entire time she was there. Right. She was an innocent girl in prison and did not know how to play this game. What she used to call play the game. Mom, I don't know how to do this. Right. And so to say that she wasn't sad, of course she's sad. She's wrongly accused of murdering her husband. She's away from her child. But she wasn't suicidal. She had never Talked about suicide. that, and just recently, the night before, talking on the phone, the whole conversation, she was talking about things happening in the future and what Levi was going to be on Halloween, and if he was going to be Batman, she was going to be Robin, and look forward to seeing the pictures. Plus étrange encore, la veille de sa mort, elle avait écrit une lettre à une chaîne nationale pour faire une interview et semblait déterminée à se battre. Les réactions suite à la mort de Amber ont été multiples, mais la plus choquante a sûrement été une publication Facebook du frère de Josh, se réjouissant de la situation. Sous la publication de sa mère Rhonda, il écrira dans les commentaires « Ding dong, la sorcière est morte ». La famille de Josh a intenté de multiples procès contre les gérants de la tour pour obtenir des dommages et intérêts. À ce jour, le dossier sur la mort de Amber Hilberling est toujours en cours. C'est ainsi que se termine cette histoire dramatique, laissant énormément de personnes avec beaucoup de questions sans réponse. Selon vous, la peine de Amber était-elle adaptée à ce qui lui était reproché? L'enquête sur sa mort a-t-elle été assez poussée? Dites-moi tout dans les commentaires. Quant à moi, c'était un plaisir de vous retrouver, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de crime. C'était SH, prenez soin de vous, bye bye.